Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis heureuse de vous retrouver pour une 76e mondoscopie. Nous sommes le 18 juin 2025. Je vais évidemment consacrer cette émission à la situation en Israël et en Iran, enfin le conflit qui est maintenant ouvert, brûlant et extrêmement dangereux. Mais je voudrais dédier cette mondoscopie à mon ami Éric Dénessé, qui nous a quittés il y a quelques jours d'une manière tout à fait tragique. Je voulais en dire quand même quelques mots parce que je me suis juste exprimée brièvement sur X. Et je voulais revenir un peu sur lui, sur sa vie et sur ce que je pense aussi des conditions de sa mort, de sa mort. D'abord, je le connaissais depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Il était arrivé quelques années avant moi au secrétariat général de la Défense nationale. Puis on s'est un peu perdu de vue et puis on s'était retrouvés il y a une bonne dizaine d'années au moment où je commençais à écrire de manière publique dans des journaux, des médias publics et où on parlait surtout beaucoup à l'époque de la Syrie. Donc c'était un homme formidable, c'était un homme discret, secret évidemment, mais dans sa personnalité, pas seulement par son métier, extrêmement professionnel. Je pense qu'il aura eu un grand apport offert à l'analyse géopolitique française, offert à l'intelligence économique bien sûr, et puis à la vulgarisation de tout ce qui était les questions de renseignement. Il a énormément publié, une trentaine d'ouvrages. Donc il est mort dans des circonstances tragiques. Vous avez certainement vu des éléments. Ce qui est vrai, c'est que ces circonstances nourrissent encore maintenant toutes sortes de théories et même de fantasmes et les hypothèses les plus inquiétantes. On a parlé d'un assassinat politique. Il est vrai qu'il s'intéressait à beaucoup de sujets extrêmement brûlants, Moyen-Orient, Russie, Ukraine, évidemment, mais ça n'est pas parce qu'il traitait ces sujets-là que ça veut dire qu'il a été assassiné pour ces raisons-là, même s'il les traitait évidemment avec beaucoup de clarté, beaucoup d'honnêteté intellectuelle, contrairement à beaucoup d'autres, à bien d'autres. Et il était effectivement critique et de plus en plus critique, à vrai dire aussi par rapport à la politique étrangère de notre pays, jusqu'à la figure présidentielle même. Voilà, donc c'est ça qui entretient tout un tas de prises de position. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ce que je sais, pour avoir parlé avec certains de ses proches et des membres de sa famille, c'est à ce stade 3 choses. 1, il était extrêmement désabusé, extrêmement affecté, en fait, par sa marginalisation médiatique dans les grands médias où il intervenait auparavant, et par le pilonnage diffamatoire dont il faisait l'objet encore régulièrement depuis quelques années, du fait de son franc-parler précisément, du fait de sa pondération, du fait que ses analyses étaient assez peu contestables, à vrai dire, au plan factuel et au plan de l'intelligence, du raisonnement, notamment sur le conflit ukrainien. Alors c'est vrai, il était sur cette liste infâme qu'on appelle la liste des Mirodvorets, qui est en fait une kill list publique, d'accès public, nourrie par les services ukrainiens avec une aide occidentale, pour permettre aux partisans, aux aficionados de l'Ukraine dans ce conflit, de pouvoir assassiner. Il y a eu un certain nombre d'assassinats, les gens qui étaient sur cette liste. Sur cette liste, il y a une dizaine de Français et il y avait Éric. Bon, voilà, c'est dit. Ça ne veut rien dire de plus que cela à ce stade. Deuxième chose, il avait de très importants soucis financiers et d'affaires. En fait, son activité allait mal. Et je pense que ça aurait pu, et ça a peut-être fragilisé
sa stabilité psychologique, si vous voulez. Mais c'était quand même une personnalité de sang-froid, très construite, très structurée, très cohérente, pondérée. Et c'est vrai que le renseignement, de ce point de vue-là, et les gens qui ont travaillé dans le renseignement, ou qui ont en tout cas adopté ces méthodologies jeunes d'analyse, c'est la meilleure des formations pour faire de l'analyse géopolitique, hein, et pour rester calme, parce que, bien sûr, ça demande beaucoup de compétences en fait, beaucoup de sang-froid, et surtout, alors compétences, histoire, géographie, culture, religion, anthropologie, philosophie, évidemment économie. Bon, donc c'est une discipline extrêmement complète, et l'approche propre au service de renseignement est, à mon avis, la meilleure pour précisément pouvoir donner des avis ou émettre des hypothèses de façon non idéologique, non manichéenne, non dogmatique, si vous voulez. C'est voilà, à moins bien sûr de se laisser déformer en dépit de cette formation, hein, d'être déformé par de l'opportunisme, ou voilà, diverses choses. Donc il y a une immunité, si vous voulez, des gens qui ont appris à travailler comme ça, dont je pense faire partie aussi, face au dogmatisme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les jalouse. Les incompétents les jalousent. Les commentateurs, les experts, entre guillemets, les jalousent beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'on les juge, on les juge menaçantes en fait, parce qu'elles sont intellectuellement honnêtes, ces personnalités. Et Eric était une personnalité intellectuellement honnête. Voilà, c'était son cas. Donc on l'a sali, on l'a diffamé. Si vous allez regarder sa fiche Wikipédia, c'est presque pire que moi, si j'ose dire. En tout cas, ça se vaut. C'est un agent russe. Le CF2R, donc le Centre français de recherche sur le renseignement, serait une officine pro-russe. Enfin, c'est n'importe quoi tout ça. Voilà. Le CF2R existait depuis fort longtemps, n'avait rien de pro-russe. Bon. Alors, qu'est-il arrivé ? Peut-être que cette fois-ci, la bave du crapaud a fini par atteindre la blanche colombe, si j'ose dire. Même une personnalité aussi tempérée que lui, vous savez, personne n'est totalement indestructible ou immune face à la déception, face au dégoût, voilà, si on ajoute un certain nombre de problèmes. Et puis, c'est vrai que les gens qui commettent des suicides le font, voilà, c'est l'éclair d'un instant. Ils sont dans une impasse, ils passent à l'acte, ils se jugent dans une impasse, ils ne réfléchissent plus comme ils ont l'habitude de réfléchir. Et ça leur paraît être la conclusion la plus logique et la meilleure, finalement. Et c'est ça qui motive leurs gestes. Alors, moi, je n'avais pas vu Eric depuis quelque temps, mais on se parlait régulièrement au téléphone. D'abord parce qu'on avait été victimes ensemble de tentatives d'attaques, en fait, diffamatoires, jusque dans les commissions du Sénat, n'est-ce pas, les auditions du Sénat. Ça, c'est les porte-voix des intérêts atlantistes et bien peu français, à vrai dire, qui racontent n'importe quoi et qui continuent d'ailleurs de raconter n'importe quoi. Maintenant, c'est sur l'Iran et Israël. Enfin, voilà, je les laisse à leur incompétence. Mais pour ma part, je pense qu'il était peut-être effectivement dans une solitude, il s'est vu dans une impasse, et c'est peut-être ça qui a motivé un geste désespéré. En tout cas, il y a eu une enquête, évidemment, et à ce stade, la gendarmerie privilégie définitivement l'hypothèse d'un suicide. Il y a eu une autopsie qui n'a rien révélé d'anormal. Il va nous manquer beaucoup, intellectuellement, amicalement, à tous ceux qui ont pu le fréquenter et l'apprécier. Moi, je me souviendrai évidemment de la clarté, de l'honnêteté de ses analyses de haut niveau, mais de sa gentillesse, de son charme, de son esprit empreint d'ironie. Vous savez, c'est souvent les grands lucides, c'est comme ça, on est toujours un peu entre euphorie et désespoir.
Bref, c'était un homme élégant à tout point de vue et aussi un véritable amoureux de la France, un véritable serviteur de l'État. Et en dépit de toutes les pressions, toutes les avanies dont il a pu faire l'objet, il continuait à vouloir informer à la fois son pays et ses concitoyens sur la réalité complexe de notre monde. Donc on lui a pas donné évidemment la place qui aurait dû être la sienne, hein, mais ça, si on se préoccupait au sommet de notre appareil institutionnel de l'armer intelligemment avec des gens de haute valeur et de haute compétence, on n'en serait peut-être pas là, voilà, dans notre appareil diplomatico-stratégique. Donc, pour finir, on me pardonnera de ne pas hurler avec les loups, donc sur l'hypothèse d'un assassinat. Évidemment, je peux me tromper, je peux être aussi détrompée, mais pour moi, il est probable qu'il a plutôt cédé au découragement et qu'il n'a pas vu d'autre issue que d'en finir. En tout cas, là où il est enfin immunisé contre la bêtise et la méchanceté de tous ceux qui lui arrivaient pas à la cheville, hein, soyons clairs. Et voilà. Et j'adresse évidemment toutes mes condoléances de nouveau à sa famille et à tous ceux qu'il aimait. Voilà. Donc, on va clore cette parenthèse triste et peut-être un peu trop solennelle. Évidemment, aujourd'hui, c'est un monosujet, mais enfin, c'est un sujet tellement énorme qu'il se suffit à lui-même. Je vais vous parler du désastre en cours au Moyen-Orient. Certains disent qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, fait que ce ne soit pas le cas. Beaucoup est dit dans les grands médias, beaucoup de propagande, bien sûr, d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de bêtises aussi, beaucoup... y compris dans les enceintes du Conseil de sécurité des Nations Unies, beaucoup d'énormités, à vrai dire, ou dans les enceintes du G7. On assiste vraiment à des déclarations insensées. On demande à l'Iran de ne pas escalader. Enfin, voilà, je vais revenir là-dessus. Mais je veux revenir sur ce qui est important à mes yeux, parce que je ne peux pas tout retracer, évidemment. Ça a été déjà fait par beaucoup de gens depuis vendredi dernier à l'aube. Alors, donc, c'est une attaque unilatérale d'Israël, large, concertée, très en amont, préparée très en amont, des mois évidemment, des mois en amont, qui a touché les infrastructures à la fois militaires, énergétiques, nucléaires de l'Iran. Il y a eu aussi, bien sûr, et il continue à y avoir, une campagne d'assassinat ciblée. Enfin, ça, Israël a déjà commencé depuis longtemps, mais enfin, cette fois-ci, là, couplée aux attaques militaires, aux frappes, il y a eu un certain nombre de scientifiques et de membres des gardiens de la Révolution qui ont été assassinés. Scientifiques du programme nucléaire, hein, naturellement. C'est une attaque parfaitement illégale au plan du droit international. Elle est qualifiée par Israël de préventive, c'est-à-dire Israël explique qu'il n'avait d'autre choix que de faire cela avant que l'Iran ne parvienne au seuil nucléaire. Ça fait quand même 30 ans qu'on nous dit la même chose. Mais bon, voilà, les gens ont la mémoire courte, manifestement. Il n'y a pas de notion de guerre préventive en droit international, je le rappelle. Évidemment, il y a des précédents illustres. L'Irak, pas non plus de mandat de l'ONU. Le Kosovo, n'en parlons pas, autosaisine de l'OTAN. Cette attaque est survenue en pleine négociation active depuis 2 mois, depuis quasiment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Pleine négociation avec l'Iran, négociation indirecte avec l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis, sur le programme nucléaire qui avait lieu, on en était au 6e round, qui devait avoir lieu 3 jours après à Oman. Évidemment, Israël n'a jamais voulu d'un accord, ni du premier d'ailleurs en 2015, qu'ils ont tout fait pour empêcher d'advenir, qu'ils ont ensuite poussé Donald Trump à dénoncer. Et aujourd'hui, évidemment, Israël veut tout sauf un accord. Ce que veut Israël, ce que voulait Israël, ce que veut toujours Israël, c'est en finir en fait avec l'Iran.
au plan de l'État, au plan de la puissance souveraine qui lui tient tête, finalement, dans la région. Donc, il s'agit de le dominer, il s'agit de le dépecer, éventuellement, et de le prendre sous contrôle politique et économique, puisque c'est son grand rival, à vrai dire. C'est un rival parce qu'il y a une grande proximité en termes de niveau technologique, de niveau scientifique, de niveau académique, de niveau industriel, etc. Sauf que l'Iran, c'est 90 millions d'habitants et Israël, c'est 10. Voilà. Bon. Donc, cette attaque, en tout cas, a demandé des mois de préparation, ce qui pose quand même une question très grave. C'est la question du mensonge américain par rapport aux négociations qui se tenaient à Oman en parallèle, pendant les dernières phases de cette préparation, si vous voulez. Est-ce que cette négociation a été une pure mascarade, une pure manœuvre de diversion américaine, concertée bien sûr avec Tel Aviv? Est-ce que le président Trump était au courant de tout depuis le début et donc s'est prêté à cette mascarade sciemment? Alors, il a dit plein de choses, hein. Il parle beaucoup, donc il a d'abord dit qu'il n'était pas au courant, puis qu'il était au courant, puis qu'il avait il avait dit à Netanyahou qu'il ne fallait pas attaquer parce qu'on était en pleine négociation, et puis aujourd'hui, il en est à demander à Téhéran, à la population de Téhéran, d'évacuer la ville. Il explique qu'il est en mesure d'assassiner le guide suprême iranien. Enfin, je veux dire, on est monté dans l'escalade des déclarations. Voilà, on est à un niveau de sauvagerie quand même rhétorique assez inégalé, voilà, et sans aucune manifestement, sans se rendre compte de ce que ça produit. Bon. En tout cas, s'il était au courant depuis le début, ce qui est sûr, c'est que pour sa crédibilité internationale, c'est gravissime. Voilà. C'est évident, le monde entier regarde ce qui se passe et si le monde entier en vient à se dire que les États-Unis depuis le début jouent une comédie en fait de négociation, de reprise des pourparlers avec l'Iran, alors qu'en fait il était prévu de l'attaquer frontalement et de faire intervenir les États-Unis directement militairement en appui à Israël. Là, je pense que toute la politique de faiseur de paix, n'est-ce pas, et de celui qui allait mettre fin aux guerres perpétuelles, à la guerre perpétuelle des néoconservateurs américains, qui est quand même la plateforme sur laquelle Trump s'est aussi fait élire auprès d'une immense coalition. Et c'est ça l'un des enjeux aussi de la situation actuelle au plan politique interne américain, c'est que selon ce que va décider Donald Trump par rapport à cette situation, bien sûr ça va avoir des conséquences militaires, stratégiques, géopolitiques, mais ça va aussi avoir des conséquences politiques internes très lourdes pour lui. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'Israël a attaqué massivement, mais que ça ne s'est pas passé comme c'était tout à fait prévu. C'est loin d'être une promenade de santé pour Israël, en dépit de toutes les déclarations, la supériorité, le contrôle de l'espace aérien iranien. Bah, écoutez, si l'espace aérien iranien était vraiment sous contrôle israélien, je me demande comment près de 500 missiles balistiques ont pu être lancés. Si vous voulez, il y a quand même des petits problèmes logiques. En tout cas, l'Iran réplique, on en est, je crois, à la 11e salve. Donc ça a commencé dans la nuit de jeudi dernier, hein, l'attaque israélienne. Donc près de 500 missiles balistiques iraniens lancés, avec des dégâts considérables en Israël, sur un certain nombre de villes, d'installations, y compris d'installations du Mossad, d'Amman, enfin bref. Donc là, l'Iran réplique, parce que l'Iran sent bien qu'il est attaqué sur le fond, sur le cœur de son existence. La grande question, c'est combien l'Iran a-t-il de missiles balistiques? Alors, les estimations les plus courantes, enfin celles qu'on voit le plus, c'est 2000, 3000, bon, donc ça voudrait dire que ça ne pourrait pas durer très longtemps, si vous voulez. Mais il y a d'autres estimations qui parlent de 10 000, de 15 000, de 20 000.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les missiles balistiques, je parle même pas des quelques hypersoniques qu'on a mentionnés, mais ça je n'en sais rien, ces missiles balistiques, ils ont quand même fait des dégâts considérables et des morts en Israël, et ils ont donc percé la défense, j'allais dire multicouche, d'Israël. Et on en est, d'après certains spécialistes, en fait, à un ratio, en termes d'intercepteurs israéliens nécessaires pour intercepter un missile iranien, un ratio de 1 à 12. Donc c'est pas soutenable pour Israël. C'est pas soutenable très longtemps, et je pense qu'ils le savent très très bien. C'est insoutenable dans la durée. En plus, il y a la question, bien sûr, de frapper les installations du programme nucléaire iranien, qui est enterré, profondément, et là il faut des bombes spéciales dont seuls les Américains disposent. C'est un pays, l'Iran, non seulement immense, mais montagneux, très montagneux, avec un système de défense quand même décentralisé. Donc en fait, si vous voulez, il y a nécessairement une fin à la capacité autonome, même avec des armements américains, si vous voulez, mais à la capacité autonome d'Israël tout seul à poursuivre et à parvenir à ses objectifs. Il n'y a pas la structure de force, si vous voulez. L'armée israélienne, qui en plus continue ses opérations par ailleurs, etc., n'a pas la structure de force nécessaire pour tenir dans le temps. Donc, la question, elle est toute simple, c'est à quel moment et à quel moment, si on répond oui à la première partie de la question, les États-Unis vont se trouver entraînés à intervenir en appui direct militaire d'Israël. Bon, parce que pour l'instant, l'Iran prend les coups, mais il les renvoie, il rétablit aussi un certain nombre de systèmes radars. Les Russes et les Chinois, je crois, ont livré un certain nombre de systèmes de défense antiaériens. Les Pakistanais, que Benyamin Netanyahou a eu l'intelligence de menacer en disant si jamais vous osez aller aider l'Iran, vous allez voir, les Pakistanais, ils ont envoyé du coup plusieurs centaines de missiles à l'Iran, je crois autour de 700. Donc Israël va arriver assez vite à bout de ses propres stocks, si vous voulez. Elle a perdu, je crois, au moins un F-35 déjà. L'Iran en a des milliers de missiles. Donc Israël en a déjà lancé, vous savez, parce qu'en fait, cette attaque, c'est la fin, c'est l'aboutissement d'une année entière de provocation israélienne. Ça avait commencé par la destruction du consulat iranien à Damas, qui avait donné lieu à une première salve de représailles iranienne, mais très très calibrée, pour que ça ne dégénère pas. Il y a eu une deuxième attaque israélienne, deuxième réponse, deuxième représaille iranienne aussi très calibrée. Mais voilà, on est arrivé, malgré tout, Benyamin Netanyahou est arrivé à ses fins. Israël a tapé des entrepôts de missiles iraniens, me semble-t-il, des usines, etc. Mais voilà, quelle est la capacité réelle des Iraniens en matière de missiles balistiques? Et quand les États-Unis vont-ils entrer en jeu? Pour entrer en jeu, il va peut-être falloir un false flag. Alors on explique que le vieux porte-avions Nimitz, là, qui vient d'être envoyé sur zone, serait parfait, parce que de toute façon il partait, il était décommissionné, comme on dit, il était mis à la retraite l'année prochaine, et que donc voilà, on pourrait s'en servir pour, je sais pas moi, le faire exploser, ou faire qu'il y ait une attaque sur ce porte-avions pour justifier une réaction américaine. Bon. Alors après, les objectifs israéliens. Officiellement, donc, c'est détruire les éléments du programme nucléaire iranien, puisque l'Iran enrichit son uranium et atteint, ou est sur le point d'atteindre, des niveaux d'enrichissement permettant la fabrication d'une arme nucléaire. Mais il faut quand même revenir sur le fond de ce sujet. Parce que
moi, quand je faisais mes études, on m'expliquait, j'avais un bon professeur qui nous faisait un cours sur le Moyen-Orient au XXe siècle et qui nous expliquait, de toute façon, Israël est la seule puissance nucléaire non avouée, mais réelle, de fait, au Moyen-Orient. Et donc, il y a ce qui s'appelle un équilibre stratégique qui, évidemment, du point de vue des autres pays de la zone, n'est pas un équilibre, mais un déséquilibre. C'est-à-dire qu'Israël a un monopole nucléaire. Que donc, évidemment, du point de vue israélien, il s'agit d'empêcher que ce monopole soit remis en cause. Il peut être remis en cause s'il y a un nouvel État nucléaire. Parce que dès qu'on est nucléaire, on est ipso facto sanctuarisé contre des attaques nucléaires, puisqu'il y a un phénomène de dissuasion qui se met en place et que chacun sait que s'il frappe nucléairement en premier, il y aura une représaille nucléaire qui, en fait, l'annihilera. Bon. Donc, du point de vue israélien, on peut comprendre ce refus absolu de voir un autre État nucléaire apparaître dans la zone. Néanmoins, il faut quand même rappeler que la menace existentielle que fait peser l'Iran sur Israël, en fait, c'est l'inverse. C'est Israël qui fait peser une menace existentielle sur l'Iran. C'est Israël qui n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire, qui donc n'a pas d'inspection sur son territoire. L'Iran est signataire du TNP, l'Iran a accepté jusque-là, jusqu'à il y a quelques semaines, des inspections sur son territoire. L'Iran a signé en 2015 un traité péniblement, laborieusement, après des années de sanctions, donc qui visait à limiter son programme nucléaire et en tout cas à faire en sorte qu'il n'y ait pas de développement de nucléaire militaire. Le guide suprême iranien a dit, redit, écrit, et ses ministres aussi, qu'il n'avait pas l'intention d'acquérir le nucléaire militaire. Il y avait donc des pourparlers en cours pour remettre une structure de contrainte, en fait, sur l'Iran contre une levée progressive des sanctions qui étouffe, en fait, l'économie iranienne. Donc, si vous voulez, on est quand même dans quelque chose qui est assez ahurissant du point de vue de la simple logique. Voilà. La simple logique nucléaire. On sait très bien que c'est parce que l'Irak n'avait pas d'armes nucléaires que l'Irak a subi le sort qu'il a subi. Si l'Irak avait été nucléaire, il n'aurait pas été détruit. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une énormité, là, si vous voulez, il y a un non-dit, et le non-dit, c'est qu'en fait, les puissances occidentales considèrent qu'il est légitime pour Israël d'avoir, parce qu'il est entouré d'ennemis qui veulent sa peau, mais enfin, l'Iran n'a pas attaqué de pays voisins, alors qu'Israël l'a fait, par exemple, si vous voulez. Donc, on considère qu'Israël a besoin de l'arme nucléaire et doit être seul à la détenir. Bon, voilà. Donc il faut quand même rappeler les choses parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Donc tout le discours israélien sur la menace nucléaire iranienne, c'est en fait un discours hégémonique qui vise à dire mais nous devons rester les seuls à avoir cette arme nucléaire ultime face à tous les autres, ce qui nous permet de pouvoir, quand ça nous chante en fait, attaquer nos voisins sans craindre une riposte ou voilà. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la zone largement. Bon, alors donc cette question nucléaire, elle est très très largement montée en sauce, montée en épingle, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou fait ça depuis des décennies. Ça fait des décennies qu'il nous explique que l'Iran est à 2 mois de l'acquisition de l'arme nucléaire, puisque toute la stratégie israélienne, c'est de faire en sorte d'amener les Américains à aider Israël à faire en fait un changement de régime en Iran, comme ils l'ont fait déjà plusieurs fois, mais la dernière fois avec l'ayatollah Khomeini, ça s'était un peu retourné contre eux.
Et donc de pouvoir mettre en place un régime qui soit sous contrôle, en fait, tout simplement. Faire tomber le régime actuel. Mais au-delà, il y a un objectif encore plus stratégique. Et je pense que c'est à ça qu'il faut s'intéresser, parce que il y a une grande manœuvre là, qui est, je vous explique depuis des mois, depuis que j'ai commencé cette chaîne, et puis bien avant sur d'autres canaux, qu'en fait, on a affaire à une bascule du monde, et qu'il y a donc un phénomène autour des BRICS, mais pas seulement, à l'échelle du continent eurasiatique. Il y a un phénomène d'intégration et en fait de multipolarité qui se met en place et qui défie l'impérialisme américain et l'hégémonie et l'unipolarité ancienne qui était dominée par les États-Unis et leurs vassaux européens. Donc, il s'agit de casser aussi cette intégration eurasiatique, parce que cette intégration eurasiatique, elle va bon train. Elle va bon train, notamment à travers tout un ensemble de projets qui sont en train d'être mis en œuvre, de corridors de transport, de corridors énergétiques, de corridors économiques, de corridors maritimes, de corridors aériens, bon bref. Et il y en a un parmi ces corridors, qui n'est non des moindres, qui relie la Russie à l'Inde via l'Iran. C'est ce qu'on appelle le corridor de transport international nord-sud. Si l'Iran tombe, la Russie et l'Inde n'ont plus cette voie. Bien sûr, elles peuvent commercer ensemble, évidemment. Mais l'intégration eurasiatique en prendrait un coup. Et d'ailleurs aussi, non pas le triumvirat, mais au contraire, l'alliance de tête, si vous voulez, entre la Russie et la Chine, de tout l'édifice des BRICS. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, et ce dont personne ne parle, c'est qu'en fait, faire tomber l'Iran, ça peut avoir un impact colossal en termes géostratégiques et géopolitiques globaux sur l'équilibre du monde, et ça peut permettre aux États-Unis et à l'Europe derrière, dans la mesure où elle saura s'entendre et continuer à se laisser dominer, d'essayer ou de croire pouvoir, en tout cas, rétablir leur hégémonie. Donc, parce que évidemment, les États-Unis sont en mauvaise posture. C'est aussi pour ça que Trump s'était fait élire sur le thème « moi, je vais faire des accords, je vais faire des deals, j'en finis avec les guerres perpétuelles qui ne nous mènent nulle part et qui nous coûtent une fortune et qui nous empêchent de réformer notre pays à l'intérieur et de le reconstruire. » Bon. Donc, de ce point de vue-là, ce que vient de faire Israël sur l'Iran aide les États-Unis dans le sens où c'est un geste qui déstabilise la mise en place d'un axe de puissance alternatif russo-chinois, pour lequel l'Iran était une pièce maîtresse. Donc ça, il faut... Voilà. Alors, qui peut penser ça? C'est pas Donald Trump. On atteint le fond du problème, et le fond du problème, c'est la présence qui demeure et qui même reprend sérieusement du poil de la bête de ce qu'on appelle l'État profond américain, c'est-à-dire le véritable gouvernement, en fait, des États-Unis, quel que soit le président, qu'il soit démocrate ou républicain, et ce gouvernement, si j'ose dire, profond, qui est bien sûr très intimement lié à Israël, parce que quand il s'agit du Moyen-Orient, Israël est le porte-avions américain. Hein, on peut dire l'inverse aussi peut-être, mais il est certain qu'Israël est aussi là pour ça, d'une certaine façon. Il s'agit de rétablir l'hégémonie américaine, de paralyser le projet d'intégration asiatique, paralyser les corridors, et aussi d'ailleurs empêcher l'Inde d'y trouver son intérêt, hein, parce que l'Inde est un élément très important dans tous ces projets. Alors, la question, c'est que évidemment les Russes et les Chinois ont compris, ils ont pris la mesure de ce qui est en train de se jouer à propos de l'Iran et d'Israël, mais au-delà aussi d'eux. Donc la question, c'est quelles vont être leurs réactions concrètes? Est-ce qu'ils vont voler au secours de l'Iran? Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que la Russie, alors la Russie, le vice-ministre des Affaires étrangères russe vient de faire une déclaration, je crois aujourd'hui,
il y a quelques heures, disant qu'il mettait en garde les États-Unis contre une intervention militaire directe au profit d'Israël, parce que ce serait une déstabilisation géopolitique globale. Bon, voilà ce qu'ont dit les Russes. Donc, ils ont livré, paraît-il, ils auraient livré, paraît-il, des systèmes de défense antiaériens à l'Iran. Bon, mais est-ce que ça va se traduire par un soutien militaire direct? Personnellement, je ne le pense pas. Il y a certes un accord très important entre l'Iran et la Russie, de coopération multidimensionnelle, y compris militaire, mais qui n'est pas un accord contraignant en termes de défense, si vous voulez. C'est pas un accord de défense réciproque en cas d'attaque de l'un par un tiers, si vous voulez. Bon, de l'un ou de l'autre. Donc, quant à la Chine, elle a aussi fait des déclarations en expliquant que ce qui s'était passé était inadmissible au plan du droit international, ce qui est un fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question de la Russie, parce que si jamais Poutine laisse l'Iran, même en l'aidant militairement par des matériels, si vous voulez, mais sans s'investir militairement directement, et je ne pense pas que ce sera le cas, évidemment, après avoir de la même manière, d'une certaine façon, laissé la Syrie tomber et le pouvoir de Bachar el-Assad tomber, ça veut dire qu'il a obtenu quelque chose en échange. Est-ce que ce ne serait pas par hasard le lâchage américain de l'Ukraine? On sait que Trump et Poutine se parlent régulièrement au téléphone. Trump n'arrive pas, là aussi, parce que, je vous ai expliqué pourquoi, hein, parce que on lui a fourni des plans à proposer aux Russes qui sont totalement irréalistes par rapport à l'état du rapport de force. Bon. Mais en tout cas, il n'y arrive pas en Ukraine, il n'arrive pas du tout à faire ce qu'il a voulu faire. Donc, est-ce que c'est pas finalement, je retire, moi, Donald Trump, mon soutien à l'Ukraine, ce qui t'avantage toi, Vladimir Poutine, et toi, Vladimir Poutine, tu n'interviens pas militairement directement au profit, en soutien de l'Iran, ce qui me permet, moi, de faire ce que j'estime devoir y faire. Voilà, la grande question, c'est qu'est-ce que les États-Unis auraient à faire en Iran? Bon, à rentrer en Iran, et à rentrer évidemment par des frappes aériennes, parce que une invasion terrestre de l'Iran, alors là, c'est la fin des haricots, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais c'est surtout c'est totalement infaisable, à vrai dire. Bon, du point de vue américain. Après, déjà les difficultés qu'ils ont eues en Irak, avec un relief et une géographie totalement différente, topographie totalement différente, on imagine ce que ça pourrait être. Donc, si vous voulez, du point de vue israélien, comme d'ailleurs américain, on privilégie des attaques de décapitation, des attaques par des campagnes de frappes aériennes, de drones, de missiles, voilà, mais pas d'invasion terrestre, hein, qui est de sinistre mémoire du point de vue américain. Bon, le problème, c'est que Trump a quand même été élu sur une toute autre plateforme. America First, c'était précisément arrêter les guerres éternelles, arrêter ce qu'ont fait notamment les pouvoirs démocrates, mais aussi George W. Bush, au moins lui, en lançant sans arrêt la déstabilisation d'États entiers. Donc, la question, c'est est-ce que Trump, s'est-il laissé convaincre, ou est-il en train de se laisser convaincre contre l'avis du Pentagone, parce qu'au Pentagone, il y a quand même des gens sérieux. Et il y en a aussi, d'ailleurs, à la Direction nationale du renseignement, dirigée par Tulsi Gabbard, qui est certes pro-Israël, mais qui vient quand même de faire des déclarations en expliquant on était à la veille d'une conflagration nucléaire absolument folle, et qu'il fallait arrêter, qu'il fallait se calmer. Elle avait elle-même fait des déclarations, d'ailleurs en mars dernier, disant que
d'après le renseignement américain, l'Iran n'était pas en train d'aller vers un programme nucléaire militaire. Bon, la grande question, alors Trump la désavoue, là, il dit qu'elle peut dire ce qu'elle veut, mais que ça n'a pas d'intérêt, donc si ça se trouve, elle va démissionner, ce qui va renforcer encore plus le deep state américain. Si vous voulez, la vraie guerre, enfin, la guerre de fond, qui est une guerre essentielle pour l'ensemble du monde, en fait, parce que ça a tellement d'incidence sur la politique étrangère américaine, c'est celle qui aurait dû se mener jusqu'au bout, dès l'arrivée de Donald Trump à son deuxième mandat, contre l'État profond américain. Or, il s'est laissé de nouveau environner, il se laisse de nouveau manipuler, et il se laisse probablement aussi manipuler par les Israéliens, parce que ils l'ont manifestement trompé, peut-être en lui disant qu'il pouvait y arriver tout seul, hein, et il a peut-être cru que c'était vrai, alors que Israël sait très bien qu'il a besoin des États-Unis très rapidement, en fait, pour pouvoir espérer malgré tout en finir avec l'Iran, si tant est que ce soit possible, ce dont je ne suis pas certaine. Voilà. Donc, si vous voulez, au stade où on en est maintenant, pour éviter un embrasement général, il faut que Trump reprenne ses esprits, il faut qu'il renonce à intervenir militairement au profit d'Israël, il faut que l'Iran, de son côté, ne fasse rien qui lui donne prétexte à cette intervention, c'est-à-dire déjà pas fermer le détroit d'Ormuz, parce que là, c'est la crise économique mondiale pour tout le monde, hein, et ça vous touchera comme moi, comme tout le monde. C'est l'envolée des prix du pétrole, c'est le commerce mondial qui va en prendre un sacré coup, c'est une inflation folle, voilà, donc c'est extrêmement dangereux. Ça peut avoir un effet boomerang terrifiant en fait, au-delà même du sort de l'Iran, si vous voulez. Il faut faire très attention aux provocations, aux false flags. Est-ce que Donald Trump est au courant de tout ce que manigance la CIA? Parce que la CIA, c'est quand même le cœur, le nœud, le centre de cette espèce d'État parallèle. Il y a quand même un certain nombre de gens là qui font ce qu'ils veulent et qui disent ce qu'ils veulent au président, et peut-être même à une femme comme Tulsi Gabbard qui est chargée quand même de coordonner théoriquement ce qui sort de l'appareil très large de renseignement américain. Donc, il faut vraiment que Donald Trump s'empêche ou soit empêché ou ait un éclair de lucidité et comprenne qu'il serait extrêmement dangereux pour le monde entier, à vrai dire. Imaginez une frappe américaine sur le dispositif nucléaire d'enrichissement d'uranium iranien. L'impact écologique, l'impact en termes de tout, de radiation, de déchets, de tout. Enfin, c'est totalement fou. Là, on est en train de toucher des choses extrêmement sensibles. Donc, la grande question, la vraie guerre, c'est celle que doit mener Donald Trump et les gens en qui il peut avoir confiance et qui sont censés contre ces structures qui, elles, sont favorables en accord avec Israël et en relais d'Israël, littéralement, un agenda de guerre perpétuelle mené par les États-Unis, avec cette espèce d'état d'esprit impérialiste qui est toujours le même et qui est aussi celui des Anglais, qui est aussi celui des Français, parce que nous sommes quand même trois anciennes puissances, enfin, la France est une ancienne puissance impériale, la Grande-Bretagne aussi, très largement, les États-Unis, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus actuel, mais nous avons cet état d'esprit, c'est Jeffrey Sachs l'explique très très bien, nous avons cette espèce d'état d'esprit qui consiste à penser que c'est en fait à nous de définir les règles du jeu malgré tout. Donc c'est à nous de définir les termes d'un accord avec la Russie sur l'Ukraine, c'est à nous de définir, de dire à l'Iran ce qu'il doit faire, ne plus faire, pour pouvoir survivre finalement. C'est à nous, si vous voulez, on a cette espèce d'ethnocentrisme impérialiste, d'éthos impérialiste qui est, ou néo-impérialiste aujourd'hui, qui est totalement délirant et qui, évidemment, aujourd'hui se heurte à des forces qui ont décidé de ne plus se laisser faire.
Donc, et quant à Israël, bon, bah, ça fait quand même depuis le fameux plan, je vais vous faire une clé du monde là-dessus parce que c'est très intéressant, le fameux plan, comment dirais-je, clean break, c'est-à-dire coupure nette, qui date de 1996, qui avait été proposé à Benjamin Netanyahou par Richard Perle, enfin par tous les néocons américains à l'époque, qui était un plan qui en fait visait à, c'est un manifeste néoconservateur si vous voulez, qui partait du principe qu'Israël n'avait rien à négocier sur la Palestine, hein, qu'il fallait des régimes arabes qui l'acceptent tout autour, et bien sûr l'Iran aussi, et que bah, si ces régimes ne l'acceptent pas, eh bien il faut faire la guerre à ces régimes, il faut les déstabiliser, il faut faire du régime change, il faut mettre des gens plus dociles, enfin bref, c'était une vision en fait du Moyen-Orient par les néoconservateurs américains, qui a trouvé évidemment un écho extrêmement favorable auprès de Benjamin Netanyahou dès la fin des années 90, 1996. Donc il faut sortir de ça, voilà. Il faut sortir de ça parce que on ne peut plus juste se contenter de dire que le monopole nucléaire d'Israël est un outil pour perpétuer une domination régionale, occidentale, et renverser tout État ou gouvernement qui s'y opposerait, parce que derrière ça, il y a d'autres ambitions, qui sont des ambitions territoriales d'Israël. Il y a bien sûr les plans les plus communément admis, c'est-à-dire Israël qui souhaite dominer toute la Palestine, Gaza, la Cisjordanie, bon, la Palestine du mandat britannique, si vous voulez. Et puis, bien sûr, il y a d'autres visions, d'autres projets, comme il y a un certain nombre d'États. La Turquie a un projet de grande Turquie. Bon. Mais il y a le vrai grand Israël qui va beaucoup plus loin, qui va en fait du Nil ou de la mer Rouge à l'Euphrate, si vous voulez. Et là, bon, bah, bien sûr, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Iran, il y a l'Égypte, enfin, on peut, si vous voulez, il y a un révisionnisme territorial derrière ça, dans la mentalité, qui est extrêmement déstabilisateur. Je parle même pas de légitimité ou même de légalité, c'est juste la recette pour déstabiliser ad vitam aeternam cette région du monde. Et qui peut souhaiter la déstabilisation, à part ces gens qui pensent, qui songent à Washington, à Tel Aviv, qui peut souhaiter cette déstabilisation perpétuelle et au nom de quoi? Bon, voilà. Donc, et ce plan, hein, Clean Break, enfin, je vous expliquerai tout, mais ce plan, c'est là aussi, c'est prendre le contrôle politique par des attaques de décapitation, parce que on ne peut pas toujours faire des invasions terrestres. Israël n'en est pas capable et l'Amérique n'en veut plus. Donc, il y a eu un certain nombre d'offensives. Finalement, ça a marché. Aujourd'hui, ça marche en Syrie avec un État terroriste, un État islamiste, djihadiste, sous contrôle quand même partiellement d'Israël et de la Turquie d'ailleurs. Bon, je ne vous parlerai même pas, enfin ou très brièvement, des réactions à cette attaque, notamment des gouvernements européens, mais aussi plus largement face si vous voulez, face à ce qui s'est passé, face à ce qu'Israël a fait. Personne n'a dénoncé l'agression d'Israël. Personne. On a appelé l'Iran à la désescalade, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a expliqué que l'Iran devait surtout se laisser faire, finalement. Hein. Voilà. Alors on appelle à la désescalade en Ukraine, mais on sait très bien qu'il suffit d'un coup de fil de Donald Trump à Volodymyr Zelensky pour qu'il soit débranché et qu'on arrive à la désescalade. Or, on ne le fait pas, on fait même tout l'inverse. Hein. On est en train aussi de chercher d'ailleurs des plans de false flag pour pousser aussi les États-Unis à venir là au secours des Européens contre la Russie, notamment via l'OTAN, via la Finlande. Enfin, il y a un certain nombre de plans là qui ont été dénoncés par les services russes. Bon, j'espère que Trump a quand même accès à ce genre d'informations. Ça n'est pas forcément
comment dirais-je, de la propagande russe. C'est toujours intéressant de voir ce qui sort des services russes. Sort peu de choses, mais quand ça sort, généralement, c'est intéressant. Bon, généralement, c'est fait pour débunker, si vous voulez, pour neutraliser, en fait, ces plans. C'est-à-dire, ils les font sortir quand ils les connaissent, pour que, on n'ose plus le faire parce que ça a déjà été dit. Donc, ça a déjà été éventé, si vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est que, si vous voulez, cet état d'esprit dont j'ai parlé, néo-impérialiste, qu'il soit américain, français, britannique, le problème, c'est que ça ne permet jamais de traiter le fond des questions et de pouvoir commencer à discuter sérieusement d'accords réalistes, d'accords tenables, d'accords équilibrés, d'accords où chaque partie fait des compromis. Derrière, il y a toujours une espèce d'ambition hégémonique, en fait, qui n'est pas dite, qui n'est pas avouée, mais qui est claire comme de l'eau de roche. Voilà. Donc, le G7 n'a pas condamné non plus Israël pour son attaque unilatérale, mais comme notre ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, on a rappelé qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais là, elle ne se défendait pas, elle l'attaquait. C'est orwellien, si vous voulez. C'est orwellien, mais le truc, c'est que, voilà, c'est dit, c'est redit, c'est seriné, c'est répété, c'est écrit, c'est réécrit, c'est bon. Donc, il faut absolument voilà, que Trump ne tombe pas dans le piège israélien qui lui est tendu. À l'heure où nous parlons, je ne sais pas que vous dire, il y a plusieurs groupes de porte-avions, groupes aéronavals avec des porte-avions américains qui sont en route, il y a des bombardiers, enfin, tout le dispositif américain se met en place pour pouvoir agir en soutien militaire direct d'Israël. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que Trump va comprendre ce que disent les Russes et les Chinois? Est-ce qu'il va comprendre l'enlisement total dans lequel il va s'enfourner? Est-ce qu'il va comprendre aussi que c'est la fin de sa crédibilité interne, et externe bien sûr, mais aussi interne, parce que la coalition très très large en fait qu'il a portée au pouvoir en février dernier, enfin en novembre, puis avec sa prise de pouvoir, sa prise de fonction, cette coalition MAGA, si vous voulez, Make America Great Again, America First, là, c'est de nouveau une sorte de manœuvre de diversion pour aller refaire une guerre qui va renourrir le complexe militaro-industriel, mais qui ne va pas régler les problèmes des Américains, comme ça ne va pas d'ailleurs régler plus le problème des Français d'aller s'enquister en Ukraine, des Américains ordinaires qui, eux, ont des problèmes d'infrastructure, de job, qui ont donc besoin qu'il y ait des accords avec la Chine, qui n'ont pas besoin de guerre. Et les populations, quand on les interroge intelligemment, en leur posant des vraies questions, elles ne sont pas pour la guerre, elles n'ont pas envie de la guerre, ni la population américaine, ni la population française d'ailleurs. Donc voilà, Trump doit sortir de son hypnose, taper du poing sur la table, négocier la paix avec les Russes, négocier la paix avec les Chinois, remettre Israël dans sa boîte. Sinon, les États-Unis vont devenir un belligérant direct, avec quand même beaucoup de puissance, pas seulement iranienne, mais beaucoup de poids face à lui, et surtout la mise en danger de tout l'équilibre économique et énergétique mondial. Voilà. Est-ce dans l'intérêt des États-Unis? C'est la question qu'on ne pose jamais. C'est la question qu'on ne pose jamais. Je vous laisse sur cette question. Vous avez peut-être une réponse. Je vous laisse sur cette question. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de la partager, de vous abonner naturellement à la chaîne, de nous soutenir via Tipeee, de participer au cercle des amis de Paix et Guerre. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle mondoscopie. À très bientôt, chers amis. Bonne soirée.